4 ans après Soumission, voici le nouveau roman de Michel Houellebecq, Sérotonine. Et c'est comme ça depuis 20 ans, à chaque fois qu'il publie un livre. C'est l'heure de la messe, difficile d'y échapper. Le roman est publié à plus de 300 000 exemplaires et depuis sa sortie, il y a quelques jours, les éloges pleuvent de toutes parts. Alors quel est son génie? Comment Michel Houellebecq parvient-il à susciter une critique quasi univoque sur son dernier roman, alors qu'il ne donne aucune interview pour en assurer la promo? Comment s'entretient la machine médiatique autour de la sortie de ce dernier roman? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce vraiment un bon livre? Et vous, chers internautes, lirez-vous le dernier livre de Michel Houellebecq? Dites-nous pourquoi. Pour le moment, vous êtes 64% à répondre non et 36% à répondre oui. Pour commencer ce débat avec nos décrypteurs, écoutons d'abord ce qu'on en pense dans la librairie parisienne. Ici, c'est dans le 2e arrondissement de la capitale. Voici quelques réactions recueillies vendredi dernier, le jour de la sortie du livre. Regardez. Ça attire les clients, ça va bien évidemment booster les ventes. Après, c'est un bouquin qui se dévore, qui se bouffe. J'aime la langue de Houellebecq, elle est très crue, elle est très contemporaine. Elle est visionnaire, mais pour moi, c'est pas un prophète non plus. Je pense que voilà, il faut un peu descendre, et surtout parce que ça reste un roman et voilà, j'ai vraiment adoré. Je l'attendais parce qu'en fait, il est assez facile à lire aussi. Avec Houellebecq, alors c'est pas un auteur facile, c'est pas de la littérature légère forcément, mais ça se lit assez facilement. Bonjour Étienne de Montetti. Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste, directeur du Figaro littéraire, écrivain. Vous êtes auteur de L'Amant noir, qu'on peut souligner, qui a été publié chez Gallimard. Alors, ce roman, Sérotonine, il a été tiré chez Flammarion, on l'a dit, à plus de 300 000 exemplaires, 320 précisément. Le tirage moyen se situe en général en France autour de 5 000. Est-ce que, depuis sa sortie le 4 janvier, les ventes sont à la hauteur des espérances? Est-ce que c'est bien un best-seller qui se profile? J'ai l'impression, les libraires sont très contents. Il est question même de réimprimer. Donc l'accueil général est bon. Et surtout, ça montre que Michel Houellebecq, avec un scandale ou pas de scandale, avec une coïncidence malheureuse avec de l'actualité ou pas, reste quelqu'un que les lecteurs attendent et veulent écouter. À l'étranger également, on peut le signaler, il est sorti hier en Allemagne, ce sera en Espagne la semaine prochaine, en italien, oui. Et en anglais, ça c'est un petit peu plus tard en septembre. C'est l'auteur français le plus lu à l'étranger aussi. Comment il fait pour susciter cette critique, cette réaction de façon quasi univoque sur notamment ce roman, alors que c'est un récit plutôt noir, Sérotonine, comme les autres d'ailleurs, un peu désespéré, une époque vue comme insignifiante, dégoûtante, agonisante. Quel est son génie? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe incroyable à ce succès finalement, Étienne? Vous vous souvenez de la phrase de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, hein, hypocrite lecteur, mon semblable mon frère. Donc il renvoie un miroir au lecteur, un miroir qui est effectivement pas glorieux, un miroir qui n'est pas forcément très exaltant. Mais si le lecteur a envie d'avoir des nouvelles de son époque, les antennes de Michel Houellebecq renvoient des informations très intéressantes sur notre époque, le consumérisme, cette fois-ci dans ce livre-là, les problèmes de la province française, de l'agriculture française, la grande misère sexuelle de l'homme contemporain, et c'est une réflexion, je dirais, de type occidental. C'est pour ça qu'un Allemand, un Italien, un Espagnol s'y retrouvent. Toutes ces informations, elles sont extrêmement bien décrites dans le livre, et puis j'ajoute quelque chose qu'on ne dit pas assez quand on lit Michel Houellebecq. Derrière ce monde très noir, il y a énormément d'ironie, je ne sais pas si c'est de l'humour, mais il y a de bout en bout des remarques un peu cyniques, mais assez drôles régulièrement, ce qui fait qu'on rit de soi et on rit de petites ou de grandes misères qui sont celles du narrateur et qui sont certainement, pour une bonne part, celles du lecteur. Alors, Étienne de Montetti, comment, selon vous, l'écrivain a évolué dans ce roman? Qu'est-ce qui paraît? Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que son écriture, son style, ses cibles, ses sujets de prédilection ont évolué? Non, il revient au cœur de ces sujets. Sérotonine, donc c'est la molécule du bonheur, apprend-on quand on lit un dictionnaire de pharmacie. C'est donc une réflexion sur le bonheur, donc au fond la condition de l'homme, hein, tout homme recherche ce bonheur. Et donc il va explorer cette question du bonheur à travers un certain nombre de sujets, le mode de vie contemporain,
à Paris, le consumérisme un peu triste, la sexualité. Alors on a droit à une sorte de généalogie de la vie sentimentale et sexuelle du narrateur. Cette recherche du bonheur, elle va essayer d'aller s'accomplir en province, dans le monde agricole, parce qu'il y a eu un moment donné où on pensait qu'on était plus heureux à la campagne qu'à la ville. Et là encore, le narrateur va découvrir un certain nombre de réalités assez tristes. Bref, c'est cette quête du bonheur qui parcourt quand même beaucoup d'autres romans de Michel Houellebecq. Et je pense que l'attrait du lecteur vient de là, parce que c'est une question importante qui passe par un ultra-réalisme dans la manière qu'il a de traiter ce sujet, avec notamment des pages sur de sexualité exacerbée, mais également il a l'art, j'allais dire quasiment en direct, de montrer au lecteur que derrière cette vision très anatomique, par exemple, de la sexualité, il peut y avoir une réflexion métaphysique sur l'homme qui, quand il veut faire l'ange, peut faire la bête, par exemple. Un sismographe, on entend souvent parler d'un visionnaire. On dit souvent de Michel Houellebecq, c'est un sismographe qui sent les secousses, qui s'est trouvé en effet cette forme pour les exprimer. Est-ce que c'est ça, selon vous, qui explique son succès, son côté prémonitoire, Michel Houellebecq ? En fait, ce qu'on aime, avec Michel Houellebecq, c'est de mieux comprendre ce qu'on vit et où on va. C'est ça qu'il sait dire. Oui, il voit bien les choses et puis il aborde aussi les sujets. Il avait abordé la question de la violence islamique, par exemple. Il a abordé la question du transhumanisme à sa manière, avec cet esprit froid, cette manière de passer les tabous ou les précautions qu'on pourrait avoir. Donc là encore, il a l'espèce d'audace stylistique d'aborder les sujets tels qu'ils sont. Il aime la provocation aussi. Provocation, c'est une manière aussi de faire avancer la réflexion. Il y avait dans Soumission, on ne l'a peut-être pas assez dit, parce que l'actualité autour du terrorisme islamique a tout submergé, mais il y avait une réflexion sur... Un livre qui est sorti d'ailleurs le jour des attentats. Le jour des attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Il y avait une réflexion sur le féminisme. Question du féminisme qui est posée par l'islam, évidemment, et qui renvoie aussi, par un effet de miroir, la question du féminisme occidental. Cette question-là, on le sait, en France, c'est une question sensible, une question volontiers polémique. Houellebecq l'aborde avec ce mélange de franchise, de réalisme et d'ironie, et ça en fait, encore une fois, un auteur intéressant. Est-ce qu'il a, puisque c'est un auteur intéressant, des références littéraires avouées, ou non avouées d'ailleurs, notables ? Il en a énormément, et il convoque à chacun de ses romans les écrivains qu'il aime. Il y avait eu Huysmans dans Soumission, très longuement, on nous avait parlé de Huysmans. Là, dans Sérotonine, c'est plus saupoudré, si j'ose dire. Il est question un petit peu de Baudelaire, j'en parlais au début de notre discussion. Nerval est là. Comme il part en Normandie, il y a le passage obligé chez Barbet d'Aurevilly. Maurice Blanchot est également convoqué à la barre. Il a un certain nombre de références. Thomas Mann, à la fin du livre, plus important. Voilà. Mais il n'y a pas une colonne vertébrale, en quelque sorte, littéraire. Il y a ces lectures qui sont diverses, voilà, et qui lui permettent de venir étayer, parfois de manière très drôle d'ailleurs, son propos. Alors je vous propose qu'on écoute les propos moins enthousiastes peut-être de l'éditorialiste Alain Duhamel, qui reconnaît le succès exceptionnel de Michel Houellebecq. Mais pour lui, cet écrivain représente tout ce qu'il n'aime pas. C'est ce qu'il exprimait vendredi dernier dans l'émission On refait le monde, t'es sur RTL, écoutez. Son style est affligeant. Son regard est extrêmement intelligent. Mais c'est une intelligence qui est tellement non seulement négative et destructive, cynique, mais oui, il est cynique. On a l'impression qu'il jouit du malheur du monde et qu'il construit son succès là-dessus, et ça m'effraie. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro Vox, vous êtes essayiste, vous avez publié cet ouvrage Port émissaire, terreur ou contre-révolution, publié aux éditions du Cerf. Parmi les malheurs du monde dont parle Alain Duhamel, exploré en tout cas par Michel Houellebecq, il y a l'amour. Sérotonine, c'est aussi une histoire d'amour. L'amour est-il envisageable pour Michel Houellebecq, Eugénie, alors que dans ce roman, la femme n'est, semble-t-il, qu'une occasion un peu manquée de bonheur pour l'homme à chaque fois? Oui, je crois d'ailleurs que c'est l'unité un peu de l'œuvre de Houellebecq, c'est cette recherche de l'amour et finalement la question de la sexualité en Occident et de la femme qui en fait traverse toute son œuvre. Il avait abordé le sujet dans Soumission, puisque
à la fin de Soumission, le narrateur se convertissait à l'islam par justement ses besoins d'amour, parce que c'est un perdant de l'extension du domaine de la lutte et du libéralisme sexuel, et finalement il se convertit à l'islam non pas par conviction, mais pour avoir des femmes. Et je pense que dans ce dernier roman de Michel Houellebecq, l'amour est central, et même je pense davantage que dans ses autres romans, c'est-à-dire que c'est la première fois, à mon avis, qu'on a une véritable histoire d'amour dans un roman houellebecquien, puisqu'en général, dans les romans de Houellebecq, la femme est quand même dépeinte de manière très sombre. C'est soit une prostituée, soit une emmerdeuse, soit une féministe enfin, il a un regard très noir sur le féminisme, évidemment. Là, il est souvent amoureux. D'ailleurs, on a un Houellebecq amoureux, un Mmh. Houellebecq qui regrette son histoire d'amour. Enfin, le personnage, en tout cas principal, regrette son histoire d'amour passée, avec une description véritable d'un véritable amour, qui est très belle d'ailleurs. Et je crois que oui, c'est vraiment le cœur de ce roman. Avec des adjectifs quand même parfois, et des qualificatifs, on va dire, cet amour un peu particulier, un peu cru, on le disait tout à l'heure, ça on est fidèle au Houellebecq habituel. Est-ce que vous partagez cette idée que chez Houellebecq, en particulier dans Sérotonine, romantisme et pornographie, pour citer quand même cette notion très présente dans ce livre, sont réconciliables? Comment est-ce qu'il s'y prend pour parvenir à réconcilier ces deux notions, romantisme et pornographie? Alors, je veux dire que la pornographie est vraiment très présente dans ce livre. Hein. Il y a des passages qui sont clairement, qui relèvent de la pornographie, des passages de zoophilie, des passages de pédophilie, qui sont en effet déconcertants et qui, moi, j'allais dire, enfin, les 100 premières pages du livre m'ont un peu déçue de ce point de vue-là, parce que je me suis dit, encore, voilà, Houellebecq fait un peu la caricature de lui-même. Il est dans ses descriptions très crues. Est-ce qu'il a besoin vraiment de mettre des bites et des chattes à toutes les 2 pages? Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Pourquoi il nous entraîne dans ces descriptions interminables d'une sexualité pornographique? Et en fait, finalement, en lisant la dernière page de ce livre, qui à mon avis est la plus belle page qu'il ait jamais écrite de toute son œuvre, qui est vraiment bouleversante. J'admets avoir pleuré en lisant la dernière page de ce livre, ce qui m'arrive très rarement. Et en lisant cette dernière page, on relit en fait tout le livre à cette aune-là, et on se rend compte que finalement, la description pornographique est au service finalement d'une démonstration qui consiste à nous montrer que finalement, en décrivant la misère sexuelle contemporaine, par contraste, il nous appelle à découvrir quelque chose de plus grand finalement. C'est un néo-romantique pour vous? On peut le définir comme ça? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, il a un passage où il dit qu'il préfère le romantisme. Il a un passage en disant qu'il est romantique. Ouais. Je crois que finalement, cette description très crue de la sexualité occidentale, elle est là pour nous montrer que finalement, il n'y a plus d'amour possible en Occident. Pourquoi? Parce que le libéralisme sexuel a tué l'amour. Pour moi, la clé de l'œuvre de Houellebecq, elle est là. C'est-à-dire de dire, finalement, il y a toujours des passages où il regrette le couple traditionnel, le vieux ménage. À la fin, dans cette fameuse dernière page, il parle de cette liberté de choix qui est l'infini des possibles en Occident. C'est-à-dire, nous sommes dans une société où on a le choix finalement sexuel infini, et cela nous rend malheureux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il renonce, qu'il perd son histoire d'amour avec Camille, la fameuse femme dont il est amoureux. C'est parce que, je ne vais pas divulgacher, mais en tout cas, il la perd parce qu'il n'arrive pas à être fidèle. Et je pense qu'il y a un regret chez Houellebecq de l'amour authentique, de la fidélité. Que représente et même, j'allais dire, parents. Et même, j'allais dire, du mariage et de la famille. Et j'allais même dire du couple traditionnel d'avant la révolution sexuelle. Et tout ça est très présent chez Houellebecq. Alors ça peut s'expliquer aussi familialement parce que il a beaucoup souffert du manque d'amour de sa mère qui était une femme libérée, justement, une féministe qui ne s'est pas ou peu occupée de lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris le nom de sa grand-mère, Houellebecq. Et donc, je pense que Houellebecq est dans le regret d'un temps où l'amour était possible parce qu'il n'y avait pas eu cette extension du domaine de la lutte au domaine sexuel. Alors, il y a une remarque qu'on fait souvent aussi, c'est que la femme idéale pour Michel Houellebecq, et c'est une critique qu'on peut faire sur cet ouvrage, c'est que la femme au foyer, c'est la meilleure forme d'existence pour une femme. Ça revient relativement souvent dans les critiques. Oui. Est-ce que vous partagez cette idée? Est-ce qu'elle est selon vous très importante dans ce livre? Non, mais c'est faux. Il dit d'ailleurs, son personnage dit « J'étais un moderne et pour moi, comme tous mes contemporains, la carrière professionnelle des femmes était une chose qui devait être avant tout autre respectée. C'était le critérium absolu, le dépassement
l'effacement de la barbarie, la sortie du Moyen-Âge. Donc on voit bien cette ironie. Effectivement, je ne dirais pas que l'idéal de Michel Houellebecq, c'est la femme au foyer, mais en fait, il y a dans son livre une critique très sévère de la femme post-féministe, c'est-à-dire de la femme d'après le féminisme qui, finalement, préfère sa carrière à sa descendance et privilégie, finalement, son inscription dans le monde économique à la vie familiale. Et ça, c'est vrai que c'est une critique très sévère qu'on retrouve dans toute son œuvre et qui présente là aussi, même si évidemment il n'est pas pour le retour d'une femme au foyer traditionnelle, mais il pense que l'amour ne peut véritablement s'établir que dans un cadre, pré-féministe, et que le féminisme finalement a tué l'amour en faisant des hommes les ennemis des femmes. Merci pour ce rétablissement. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui parlent de sexisme, de misogynie chez Michel Houellebecq? C'est une fausse route. Pour Astrid de Larminat, en tout cas dans le Figaro, elle précise que c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, non, moi je ne crois pas du tout que Houellebecq soit misogyne. Au contraire, je pense qu'il aime les femmes et je crois que tous ces romans sont, par contraste même, parce qu'on peut deviner à travers le portrait très noir qui fait de la sexualité occidentale ce que c'est qu'un véritable amour. Et je crois que, au contraire, il appelle à un véritable amour entre hommes et femmes. Et dans ce roman, il n'y a pas de misogynie. Et je crois que c'est trop facile de le réduire à ça, alors qu'il est un romancier de l'amour véritable. Et quelle vision de l'homme transparaît dans ce livre en particulier, Eugénie? Elle est pathétique. Est-ce qu'elle est vraiment désespérée? Alors, c'est vrai que Houellebecq est le romancier du malaise masculin occidental, ça c'est clair, et ça transparaît une fois de plus dans cette œuvre. C'est le romancier d'un homme occidental, d'un homme moderne qui est sans amour ni transcendance et qui est voué à une espèce de... Il y a un très beau passage d'ailleurs dans le livre sur la dissociation entre l'amour et la reproduction, en disant finalement la sexualité et la reproduction, en disant en dissociant la sexualité de la reproduction, finalement nous avons à la fois tué la reproduction mais aussi la sexualité, puisqu'il n'y a pas de sexualité possible sans cette possibilité de reproduction, dans ce vertige de la reproduction. Et donc je pense qu'il décrit ce malaise du mal occidental qui n'a plus de place dans la société, puisque et c'est aussi le mal occidental qui est le perdant de le perdant de ce libéralisme sexuel. C'est le grand perdant de cette extension du domaine de la lutte. Et dans Soumission, c'était très clair. Il montrait finalement que l'islam avait un succès en Occident, non pas tant parce qu'il serait véritablement, il y aura un véritable attrait pour l'islam, mais parce qu'il permet justement la conquête du corps des femmes et finalement il répond au malaise sexuel occidental. Et donc l'islam est vu comme une alternative à ce malaise-là. Alors, on va voir si c'est ce que pense Michel Houellebecq en personne. Il était au micro d'Europe 1 en octobre dernier. Il essaie d'expliquer son succès auprès du public. Il essaye. Effectivement, il y a une catégorie de phénomènes du monde qualifiés de Houellebecqiens qui n'avaient pas été décrits avant moi. Ça, c'est vrai. On peut me louer pour ça, pour avoir repéré des modes d'être du monde qui n'avaient pas été repérés avant. Donc ça peut rendre inapte à la vie, mes livres, oui. Ouais, disons que ça peut provoquer des ruptures dans un cours de vie. Mais je ne vais pas m'en excuser parce que j'ai eu ça moi aussi avec des livres. Je ne pouvais pas continuer à vivre pareil. Bonjour Marin de Viry. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes critique littéraire, vous êtes membre du comité de direction de la revue des Deux Mondes et accessoirement ami de Michel Houellebecq. Merci d'être avec nous. Je signale votre dernier ouvrage, Un roi immédiatement, qui est paru aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cet ouvrage? Est-ce que, selon vous, c'est le plus autobiographique de tous, de Michel Houellebecq, comme on peut l'entendre dans certains commentaires plus ou moins avisés? Je pense qu'il s'inscrit dans un vaste combat spirituel qui est celui de Michel Houellebecq, qui m'a beaucoup fait penser au dialogue qu'il avait dans le temps où Dantec était parmi nous, Maurice Dantec était parmi nous, c'est-à-dire au fond un dialogue sur la question de la modernité comme étant animée par l'esprit de la technique, hein, l'esprit de la productivité, donc du coup tous ces développements sur l'agriculture devenue productiviste, etc., et qui déshumanisent la
relations avec les animaux, avec la terre et entre les hommes aussi, font partie de ce débat-là. Donc pour moi, c'est un roman essentiellement de combat spirituel. Voilà. Pas forcément autobiographique alors? Oh bah, si, plus que les autres autobiographique, non, je ne dirais pas. Vous ne l'avez pas plus retrouvé, le vrai Michel que vous connaissez, plus dans ce livre que dans un autre? Non. Pas particulièrement. C'est comment dirais-je, c'est un donjon, Michel Houellebecq, comme toute personnalité, si je puis dire, et puis il se fragmente dans un certain nombre de romans, mais dès lors qu'il ne prend qu'un morceau de lui-même et qu'il le met dans une fiction, à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir avec la personne. Alors une personne qui sait cultiver en tout cas le mystère, sur sa véritable identité, sa vraie face, qu'on cherche à chaque fois dans ses livres, et puis peut-être qu'on se trompe, on fait fausse route, on croit que ça c'est vraiment lui, mais pas forcément. Autrefois, il faisait la couverture des Inrocks, aujourd'hui il donne des textes à valeurs actuelles. Oui. Qui est-il, ce personnage un peu hésitant? Est-ce que c'est justement un simple rôle de personnage, justement, ou un homme qui manie profondément et subtilement les paradoxes? Sur le plan politique, puisque vous faites allusion en fait à une sorte de mouvement chez Houellebecq, sur le plan politique, il va de soi que, comment dirais-je, qu'il est très fâché contre l'Europe, qu'il est très fâché contre le productivisme, qu'il est très fâché contre le libéralisme, et qu'il n'a pas fini, il n'a pas épuisé en fait sa colère contre le système dans lequel nous vivons. Il passe son temps à tisser des liens entre l'esprit, par exemple, de la destruction de l'agriculture et l'esprit de l'Europe. Il passe son temps à tisser des liens entre l'esprit, au fond, qui vise à tuer la culture de l'amour, qui est la culture, disons, catholique, transmise par l'Église, etc. Sachant qu'il n'est pas dit qu'il est la foi, même si les 2 ou 3 dernières pages de Sérotonine commencent un petit peu comment dirais-je, à le faire basculer. Elles m'ont fait penser, ces pages, vous savez, à ce que disait Barbé d'Aurevilly de À rebours du Huysmans. Il disait, après un tel ouvrage, pardon si la citation n'est pas totalement exacte, mais en substance, c'est après un tel ouvrage, l'auteur n'a le choix qu'entre la bouche du pistolet et le pied de la croix. Parce que c'est un ouvrage, enfin, ces dernières pages sont des pages de quasi-conversion. Vous savez, il y avait une conversion ratée dans Soumission. Il était devant la Vierge Noire de Rocamadour, et puis avec ce qui est une Vierge à l'enfant, et puis il n'arrivait pas véritablement à comprendre, à rentrer en fait dans le monde du Christ et de la Vierge. Et puis là, il semblerait que tout de même qu'il soit beaucoup plus perméable, si je peux dire, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus perméable. Et d'ailleurs, le fait qu'il fasse parler le Christ en fait à la fin de Sérotonine. Au fond, c'est un signe de conversion, si je peux dire, au sens où le christianisme, c'est tout simplement s'interroger sur l'humanité du Christ. Voilà. Aujourd'hui, Michel Houellebecq n'a plus rien à craindre, qu'il peut dire qu'en effet, le Christ commence à agir sur lui sans problème. Les polémiques, il s'en moque. C'est d'ailleurs ce qu'on pouvait retrouver dans un article du Figaro. Il a quitté les rivages de la littérature pour s'installer sur ceux de la pop culture. Il a enregistré des disques, il a chanté avec Jean-Louis Aubert, il a sympathisé avec Iggy Pop, il a échangé une correspondance avec Bernard-Henri Lévy. On l'a vu au cinéma, hilarant dans son propre rôle, on en verra un extrait tout à l'heure, L'enlèvement de Michel Houellebecq. Et en juin 2016, il a présenté au Palais de Tokyo de Paris une exposition de photographie baptisée « Rester vivant ». Ça, c'est de la com ultra maîtrisée, toute cette façon d'exister de façon différente? Non, il a juste le droit d'être drôle et curieux et de rester vivant, comme il le propose lui-même dans un de ses premiers ouvrages. Donc, c'est simplement un artiste, comment dirais-je, qui ne se cantonne pas à la littérature, même si c'est son art central, c'est-à-dire même si c'est l'art sur lequel il vise une forme d'achèvement, de perfection, d'épuisement de sa vocation d'artiste. Mais néanmoins, cette vocation d'artiste, elle a d'autres champs. Voilà. Quand il dit que Donald Trump est un des meilleurs présidents américains qu'il a jamais vu, que l'Europe n'existe pas. Oui. Tout ça, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est une vraie liberté de ton, c'est complètement désintéressé. C'est totalement désintéressé. Je pense qu'il veut jouer un rôle dans une sorte de basculement du paradigme, disons, intellectuel, dès lors que nous pensons à la politique de notre pays, et que cette bascule passe par des moments de provocation ou de discours un petit peu tendus, aux limites. Voilà.
En tout cas, Michel Houellebecq n'hésite pas à s'exprimer ouvertement sur des questions sociales ou politiques, on l'a dit un petit peu tout à l'heure. On va écouter justement cet extrait tiré du film de Guillaume Niclou, dans lequel il joue son propre rôle et où il explique tout le mal qu'il pense de la démocratie en Europe. Ça s'appelle « L'enlèvement de Michel Houellebecq ». Une démocratie, pour moi, c'est quand les propositions de loi viennent de la population, donc la pétition, et soient adoptées ou refusées par l'ensemble de la population, donc par référendum. Sinon, c'est pas une démocratie, c'est même pas une parodie de démocratie. À mon avis, même la vraie vocation de l'Europe, c'est de rendre impossible toute démocratie et d'installer définitivement le gouvernement des experts. Et vous, l'Europe, ça vous emmerde en fin de compte alors? Non, mais je suis contre. C'est pas que ça m'emmerde, c'est que je suis contre pour les raisons que je viens de vous dire. Parce que ça ne sera jamais une démocratie. Et pour moi, la démocratie, c'est le futur. L'Europe, c'est une régression. À partir du moment où il y a élection de représentants, pour moi, il n'y a plus de démocratie. Bah, on est quand même assez libre en France, Michel. Je sais pas, Au point où c'en est, je souhaite que ça finisse en insurrection. En quoi? En insurrection. Et je trouve que Bruxelles serait un très bel endroit pour une guerre civile. Il n'y a pas de démocratie à l'heure actuelle, hein. Sinon, dans une légère mesure, une certaine mesure, la Suisse. La Hollande, la Suède? Non, sûrement pas. La Suède est un des pays les plus antidémocratiques du monde. C'est une véritable dictature, la Suède. Il est impossible de penser ce qu'on veut. C'est pire qu'en France. Mais... Voilà, nous sommes tous réunis autour de cette table pour la deuxième partie de cette émission des Décrypteurs consacrée à Michel Houellebecq et en particulier à son dernier ouvrage Sérotonine. Et Julie Coulomb-Profisi nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Julie, pour relayer les questions, les réactions des internautes, probablement nombreuses sur le sujet. Première question, Julie, une première remarque? Alors une première question un peu légère, c'est Serge, donc, qui suit avec assiduité cette émission, qui demande donc, de la part d'un lecteur ukrainien, est-ce que c'est un livre pour un lectorat purement franco-français ou est-ce que c'est un livre qui peut intéresser dans le monde entier? On l'avait un peu dit tout à l'heure, le succès de Michel Houellebecq en Europe montre qu'il aborde quand même de façon assez générale le problème de la condition humaine, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'être un Parisien du 6e arrondissement pour comprendre les problématiques soulevées par Michel Houellebecq. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il cite énormément les marques qui habitent notre monde contemporain. Je crois qu'il y a 100 marques, plus de 100 marques qui sont citées dans ce roman. Donc ça pose la question, est-ce que ça sera daté dans quelques années, peut-être dans un siècle? Est-ce qu'on pourrait lire Michel Houellebecq toujours en comprenant? Est-ce qu'on saura ce que c'est qu'un hôtel Mercure, par exemple, etc. Il a cette volonté d'inscrire véritablement son écriture dans le présent et dans le présent ultra contemporain. Ce qui pose d'ailleurs la question, je ne sais pas comment c'est traduit à l'étranger, si les gens savent de quoi on parle quand on parle de telle ou telle marque, etc. C'est intéressant. Ouais, c'est un peu comme Bret Easton Ellis, c'est-à-dire que c'est universel parce que toutes les marques sont citées et en même temps c'est très américain dans le cas de Bret Easton Ellis et très européen dans le cas de Houellebecq. Voilà. Alors en particulier sur la France, c'est vrai qu'il l'a décrit très bien, et cette France pré-révolutionnaire dans Sérotonine, cette fracture sociale que traverse le pays, on entend beaucoup que c'est le roman des Gilets jaunes. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas? Moi, je pense que c'est un peu exagéré parce que la révolte, c'est quand même celle des agriculteurs, et notamment un agriculteur en particulier qui s'appelle Émeric et qui a été un aristocrate, on va dire, décadent, puisqu'il a... Déchu, puisqu'il a un énorme domaine, mais qui n'arrive pas à gérer... voilà, mais je ne pense pas que ce soit le profil type du gilet jaune. Je trouve ça un peu exagéré de vouloir en faire à tout prix un prophète. À la limite, l'extrait qu'on vient de voir de l'enlèvement de Michel Houellebecq peut-être est un peu plus prophétique sur la question de l'insurrection. Je ne trouve pas qu'il y a énormément non plus. C'est plutôt la révolte de la France paysanne, avec un sujet quand même très agricole. Il ne me semble pas que ce soit au cœur des Gilets jaunes actuellement. Et ça n'occupe pas la plupart des pages non plus du livre. Oui. Vous savez, Oscar Wilde disait à la question « Quel est le plus grand chagrin de votre vie ?» Oscar Wilde répondait « C'est la mort de Lucien de Rubempré, qui est le personnage d'Illusion perdue de Balzac. Et moi, la mort d'Émeric d'Harcourt, qui est donc cet agriculteur qui se lance, enfin qui est courageux, hein, qui est pas du tout dégénéré, qui est très courageux, qui reprend un domaine familial et qui essaye de faire de l'élevage d'une manière respectueuse des animaux, etc.
Et donc cette mort au cours d'une forme d'insurrection, mais ce suicide en fait d'Aymeric d'Harcourt est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement triste, parce que là il y a une forme de, comment dirais-je, de condamnation d'une certaine façon de l'état dans lequel se trouve la société, quoi. Enfin, il y a une forme de fin tragique. Alors justement, d'une façon un peu plus générale, est-ce que Michel Houellebecq, il aime le monde qui est autour de lui, ou au contraire serait-elle le dégoût de trop? On a l'impression de temps en temps d'un dégoût assez général. On a du mal à se faire une idée sur sa sincérité, sa pensée profonde, qui pourrait permettre peut-être de survivre à sa lecture. Il aime l'amour, c'est-à-dire, enfin, vous savez, il y a un saint qui est mort en disant l'amour n'est pas aimé. Et lui, il aime l'amour, c'est-à-dire il aime la culture de l'amour. Les plus belles figures romanesques chez Houellebecq, ce sont des figures d'amour. Dans un cadre qui est la culture de l'amour. Et ce qu'il pense, c'est que la société, comment dirais-je, qui est évidemment un ensemble de contraintes épouvantables, etc., qui fait avec le réel, mais que cette société, elle doit être constamment nourrie en culture de l'amour. Voilà. Quoi qu'il en soit, il dénonce de façon, là, un petit peu dit déjà, assez forte la libéralisation, la mondialisation de notre époque, qui annule toute possibilité de bonheur. Ouais. Il analyse la modernité en particulier à travers ce qu'il en déteste. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que c'est un anti-moderne, Michel Houellebecq ? C'est un anti. Ça me paraît évident, oui. Ah oui, pour moi, il s'inscrit totalement dans la question de l'antimodernité, c'est-à-dire qu'il est antimoderne, il n'est pas réactionnaire, mais il est moderne, mais en même temps dans une critique de la modernité virulente. Et je trouve que là, ce qui est nouveau, parce qu'il a abordé toutes les questions de la modernité, il a abordé le tourisme dans Plateforme ou dans La Carte et le Territoire, il a abordé l'art contemporain dans La Carte et le Territoire, il a abordé l'islamisation dans Soumission, là il aborde la question de l'agriculture productiviste, il y a une description très très bonne de ce que c'est qu'un élevage industriel, notamment de poules, et d'ailleurs Camille, la femme dont il est amoureux, le touche parce qu'elle est elle-même bouleversée. Elle est bouleversée parce qu'elle voit, et d'ailleurs je trouve ça très beau parce qu'il y a maintenant une bonté, on sent que Michel Houellebecq aime la bonté. Il aime la bonté des personnages et les gens qui sont touchés et indignés par cet élevage industriel, et il trouve ça beau. Et donc il y a une critique, oui, absolument sans concession. De dire ça. En même temps, d'autres que lui le dénoncent largement, ce mode de vie, ce mode d'élevage. Il est anti-moderne parce qu'il pointe quand même, moi je trouve dans son œuvre, la caractéristique de la modernité qui est quand même un monde sans transcendance et qui est, à mon avis, au cœur de son œuvre. Techniquement, c'est la productivité qui l'intéresse c'est la critique de la productivité qui l'intéresse et au fond, il rejoint un petit peu ce que disait Marx là-dessus. C'est-à-dire que ce que dit Marx, c'est que dans un monde d'artisans, il y a une qualité du produit qui est liée au fait que le produit, il est produit par un homme. Et que donc on retrouve l'homme dans le produit. Tandis que dans la productivité, c'est-à-dire dans la machinisation des processus, à ce moment-là, le rapport entre la personne et le produit disparaît. Il est dilué. C'est exactement ça qui se passe dans l'agriculture, et c'est l'endroit où le scandale, si je puis dire, de cette rupture entre l'homme et son produit est le plus grand, parce que c'est le scandale de la rupture entre l'homme et la nature. Voilà. Est-ce que vous partagez cet avis, Étienne ? Oui, je dirais aussi qu'il est vraiment romancier. Il a une naissance romanesque et il va au cœur de ce par quoi l'homme souffre. Et cette réflexion anti-moderne, c'est parce que beaucoup de choses se jouent actuellement sur ce sujet de la modernité, de la postmodernité, la crise de la modernité. Et un romancier ne va pas aller sur ce qui va bien. Parfois, on parle des romanciers du bonheur, c'est des formules extrêmement contestables. Un bon romancier, il va sur les tensions de la nature humaine, sur les tensions de l'esprit humain, sur les conflits, les crises. Et donc, peut-être que notre époque connaît peut-être moins de crises spirituelles, je ne sais pas, et il les exprime, lui, à travers cette modernité. L'intéresse ce qui fait souffrir l'homme, et là où l'homme souffre. Et de ce point de vue-là, c'est pas un essayiste, c'est pas un homme conceptuel, c'est un homme sensible. Et il met le doigt sur les plaies de l'être humain. Et c'est pour ça que son public est très large, il n'est pas clairement identifiable. Il n'est pas définissable, le public de Michel Houellebecq. Non, je ne crois pas, parce que tout le monde va se retrouver dans ce puzzle. Il y a énormément de sujets abordés, on en a cité un certain nombre autour de ce plateau. Il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a notamment sur la fascination de l'homme, du masculin pour le tir, pour les armes, quelque chose de tout à fait fascinant. C'est un chapitre extrêmement fort du livre. Voilà, c'est encore un thème qui
qui peut intéresser les gens parce que ça dit de la difficulté qu'a l'homme d'exprimer une énergie, peut-être une violence à travers cette activité et tant de thèmes. Il y a une phrase importante, je crois, à un moment, il met dans la bouche d'une de ses personnages l'idée que le bonheur est une idée morte en Occident, ce qui est à peu près l'inverse de la phrase de Saint-Just qui disait « le bonheur est une idée neuve en Occident », qui était un peu la phrase fondatrice des Lumières et de la modernité. Donc en ce sens-là, il est anti-moderne, puisqu'il dit voilà, la promesse de bonheur, qui était la promesse de la modernité, eh bien, elle n'est pas remplie, finalement, et lui, il est un peu le service après-vente de cette promesse de la modernité. Je reviens sur son style, Étienne, son style qui est relativement critiqué, enfin en tout cas remarqué, à chaque sortie de son livre, de son nouveau livre. La même critique revient au galop, ce style cru, plat, clinique, minimal, violent. Est-ce que c'est pour mieux disqualifier l'homme de lettres ? Comment vous qualifiez en tout cas la langue de Michel Houellebecq ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une imposture littéraire ? Non, parce que le style, c'est une affaire de nature de l'écrivain. Il n'y a pas le grand style et le mauvais style. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un livre écrit au jeu, et c'est donc une sorte de monologue intérieur. Donc c'est une langue extrêmement contemporaine, qui est évidemment à certains moments relâchée, mais comme l'est la conversation contemporaine, le style contemporain. En revanche, m'intéresse énormément, quelque chose qu'on n'a pas relevé quand on a parlé du caractère très actuel de ces romans, c'est qu'il y a énormément d'expressions qui sont puisées dans l'air du temps, et qui à la fois datent, évidemment, un peu le roman, mais lui donne une vérité extraordinaire. C'était une belle personne, par exemple. Oui, voilà, tous ces mots, mais tous ces mots qui parlent à notre oreille, et c'est pour ça que les gens s'y retrouvent. Le vocabulaire du marketing, le vocabulaire de la publicité, les niaiseries qu'on entend quand même, mais à longueur de micro, un peu partout. Toutes ces choses, elles sont dites parce que ça lui permet de situer son personnage dans un temps qui est le temps d'aujourd'hui, pas le temps d'hier, pas le temps de demain. Et cette vérité-là, elle s'exprime à travers ce style, évidemment, qu'on peut ne pas aimer, parce qu'à la fois aller lire Chateaubriand, mais ça donne énormément de force au roman. Eugénie, est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis d'accord sur le style. Moi, ce qui m'a peut-être un peu déçue dans ce livre, c'est peut-être la construction narrative. Je trouvais un peu facile le procédé du flashback, qui en effet permet en effet au narrateur de raconter toute sa vie antérieure, mais je trouve qu'il y avait peut-être là une facilité qui m'a au départ un peu déconcertée et déçue, et peut-être une facilité de l'intrigue, parce que c'est facile de mettre un narrateur qui se souvient, et peut-être, je trouve qu'il a fait mieux au niveau de l'intrigue dans des romans précédents. C'est ma petite critique. Il a une autodéfinition du bon style qui est avoir quelque chose à dire. Donc, à partir du moment où il y a cette puissance-là, il n'y a pas de débat sur est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, etc. Moi, j'aime effectivement, comme Étienne de Montetti, l'utilisation des expressions contemporaines, leur retournement, leur mise en abîme, l'ironie qu'il applique à ces expressions. Et sur le plan de la construction, comme moi j'aime tout ce que fait... Vous savez, quand on aime un auteur, on aime tout de lui, y compris ses notes de blanchisserie. Oui, tout passe, y compris ses notes de blanchisserie. Donc, on m'a dit que... Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils trouvaient les 100 premières pages paresseuses. Paresseuse, un peu une sorte de méandre paresseux comme ça, puis tout à coup il y a cette affaire d'Émeric d'Harcourt là, qui donne une dimension historique à la chose, et du coup en le relisant je me suis dit oui effectivement c'est calme, mais enfin moi ces méandres paresseux qui finissent par arriver sur l'histoire d'Émeric d'Harcourt. C'est peut-être volontaire, c'est pour ensuite arriver mieux au milieu de... Voilà, c'est un moment de calme, je dirais, c'est fabriqué peut-être comme un morceau de rock. Julie, une autre réflexion ou question des internautes de Arne sur le site du Figaro qui trouve l'homme Houellebecq, enfin je dis bien l'homme en comparaison avec l'écrivain, en voie de célinisation, donc en rapport avec Louis-Ferdinand Céline. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ou pas du tout ? Qu'est-ce que c'est la voie de célinisation ? Ça me paraît une comparaison assez discutable. Il ne subvertit pas du tout le vocabulaire, la syntaxe, comme le faisait Céline, parce que Céline, c'est d'abord et avant tout une aventure stylistique et puis un nihilisme assumé. C'est exactement le contraire, Houellebecq. C'est le combat contre le nihilisme et une certaine rigueur stylistique et syntaxique. Voilà. Donc non. Donc non. Sinon, on a d'autres réflexions. Donc, il y a beaucoup d'internautes comme Guest qui
Enfin, il y a beaucoup d'internautes qui disent que c'est un visionnaire et beaucoup d'autres comme Guest qui disent que c'est une sorte de Madame Irma, donc dans le sens un peu péjoratif du terme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un visionnaire dans le sens où il n'annonce pas les choses. C'est plutôt un, comment dire, il arrive à analyser plutôt le présent et à le décrire plutôt qu'à prédire l'avenir, je crois. Enfin, c'est un formidable décrypteur de la modernité plus qu'un annonce. Enfin, d'ailleurs, son roman La possibilité du Nil, où il essaie, qui est un peu futuriste, pour moi, est un peu celui qui m'a le moins plu. Je n'ai pas trop aimé cet exercice. Je trouve qu'il était moins bon justement dans la prédiction un peu de science-fiction du futur. C'est pourtant une idée très 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 répandue. Quand on parle de Michel Houellebecq, on l'associe très vite à ce côté visionnaire. Parce qu'il y a cette fameuse coïncidence du 7 janvier où il a publié en effet Soumission la veille, qui est sortie la veille de la tuerie de Charlie Hebdo. Et donc il a... Et donc il ne décrit pas une tuerie dans Soumission, il décrit un phénomène qui est l'entrée de l'islam dans la politique française. Non, c'est tout simplement quelqu'un qui décrit le présent, et c'est déjà pas mal, parce qu'en réalité le présent est sous nos yeux, le monde est sous nos yeux, on ne le voit pas ou on n'a pas envie de le voir, pour beaucoup de raisons intellectuelles ou spirituelles, il y a des choses qu'on a du mal à savoir. Et lui, avec ce ton froid, et cet art assez efficace de dire et de décrire, il se contente simplement de raconter ce qu'on a sous les yeux et ça donne cette impression effectivement de vision, mais la vision elle est sous nos yeux, simplement lui il la voit et nous la montre. Oui, il y a deux choses. Il y a l'observation et il y a la tendance. L'observation, c'est tout simplement le ressenti, enfin c'est sa curiosité plus le ressenti. Bon, donc il est curieux, il regarde et il ressent mal ce qu'il voit. Bon, puis après il y a la tendance. Et la tendance, effectivement, j'aime beaucoup l'idée de Madame Irma parce qu'il y a quelque chose comme ça de, comment dirais-je, du voyant, du voyant un peu dans sa cabane, quoi, en train de regarder sa boule. Parce qu'au fond, il y a un côté artisanat, si je peux dire, de la voyance chez Michel Houellebecq, qui est drôle. Enfin, qui est drôle. Il dit bon, ça va très très mal se passer, ça va finir en guerre civile, on va se soumettre aux musulmans, et puis les femmes c'est définitivement foutu, la séparation des sexes, ça y est, etc. Donc, comment dirais-je, avec ce côté un peu discours d'horoscope, si vous voulez, chez Michel Houellebecq, mais qui pour moi, en fait, ne met en cause ni la subtilité ni l'intelligence de ce qu'il dit, mais simplement il le présente sous une forme un peu rustique, un peu rudimentaire. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir décrypté avec nous ce nouveau livre de Michel Houellebecq, Sérotonine. Merci Julie et merci à tous les internautes qui ont participé à cette émission. Tout de suite, vous retrouvez le talk présenté par Yves Tréhard. Il reçoit Boris Vallaud, le porte-parole du PS. À très vite sur Figaro Live.